Bonjour à tous, nous allons enchaîner avec le Start TDM de ce matin. Je vous propose deux cas cliniques. Le premier, c'est un garçon de 8 ans qui nous est adressé pour déformation du membre inférieur gauche. Pour une déformation pour laquelle on a réalisé une radio standard. De, de cette image, il est question de retrouver les différentes anomalies sur cette radiographie, les principales hypothèses diagnostiques, compléter l'interrogatoire afin de réduire au maximum ces hypothèses pour enfin, en 4, retenir un diagnostic probable. Ben, je peux interroger. Donc, La description, oui. la description des lésions. On a une incurvation tibiale antéro-postérieure avec une cavité postérieure. Et on a ici ce qui semble être une pseudarthrose de l'extrémité distale de la fibula, avec une angulation importante en dehors, en dedans, pardon. Pour ce qui est de l'anamnèse, il faut poser la question est-ce qu'il y a un antécédent de traumatisme chez cet enfant. Sinon, il faut rechercher les causes congénitales. L'analyse, l'anomalie, donc l'axe, les axations, c'est une axation, une interrogation, une anomalie morphologique. Interrogation, des axations, ondulation, une fracture avec pseudarthrose, mais également il y a une anomalie structurelle. La trace oculaire, la trame, comment est la trame? La trame osseuse, ici avec le médulaire, est un peu plus compacte que d'habitude. C'est pas il y a une anomalie structurelle de pour analyser quand même, c'est pas un traumatisme qui est endommagé. C'est pas peut-être un traumatisme, il est bien compliqué, il se rajouter. C'est la deuxième question. Donc déjà, l'analyse est en protection sur ces deux volets. Lorsqu'on a une bonne interprétation, le diagnostic vient tout seul. Voilà. Donc, effectivement... ouais. Si l'enfant là, D'accord. Donc, effectivement... Ça, c'est des questions. Quels autres éléments de la nature tu cherches à chercher? Voilà, et là. Il a évoqué le traumatisme, et on peut évoquer également est-ce que c'est un bébé qui est maltraité, avec des fractures à répétition qui peuvent retrouver, donc les déformations. Quel est le diagnostic le plus probable? Voilà. Hein? Je connaissais le cas, donc une anomalie morphologique et une anomalie de la trame, de la structure de la trame. Donc, effectivement, pour interpréter ceci, je vous propose la méthode ABC. A pour localisation anatomique, B pour l'appréciation de l'os. Pour cela, on se basera sur les 5 S. Dans un premier temps, on précisera la structure de l'os, sa forme, est-ce qu'il existe une anomalie de taille, le nombre des os atteints, et bien entendu les parties molles. Et éventuellement, on en parlera des complications. Nous sommes donc face à une atteinte des deux os de la jambe gauche, intéressant à la fois le tibia au niveau de sa jonction tiers supérieur, tiers mondiaphysaire, mais aussi le péroné au niveau de son tiers inférieur, à type d'incurvation tibiale antéromédiale, angulation interne de la fibula, s'associant à une condensation et un épaississement cortical tibial, à l'origine d'une réduction du canal médulaire. Cependant, on ne note pas d'image kystique au niveau de la trame osseuse. Toutes ces lésions, toutefois, se compliquent de solutions de continuité osseuse avec constitution de cales fracturaires, témoignant ainsi du caractère ancien de ces fractures. De là, on en déduit qu'il s'agit d'une pseudarthrose tibio-péronéaire du membre inférieur gauche.
Cette cédarthrose, toutefois, peut être d'origine congénitale, post-traumatique, post-infectieuse à la suite d'une ostéomyélite ou iatrogène après résolution tumorale ou une correction d'inégalité des membres inférieurs. Essayons de creuser un peu plus dans l'interrogatoire pour voir laquelle de ces origines est la plus probable. Et comme il m'a allé chercher à l'anamnèse, il faut tout d'abord préciser le début de la déformation qui remonte à la naissance, les antécédents du patient, vérifier donc s'il existe un contexte de traumatisme qui était présent chez ce patient à l'âge de 1 an. Il n'existait pas de contexte infectieux ou de chirurgie orthopédique. De même, on ne notait pas une notion de prise de médicaments ayant un impact sur l'hémostasie osseuse. Existait-il des signes cutanés chez ce patient? Oui, sous forme de taches café au lait qui avaient la particularité de siéger au niveau de la face latérale du tronc et la face interne de la jambe gauche, et ceci avec un aspect qui est ovalaire, bien circonscrit, à contour net, donc dépassant les 5 mm. Le diagnostic le plus probable est donc une sphédarthrose congénitale tibio-péronnière du membre inférieur gauche. Mais en fait, c'est quoi la sphédarthrose congénitale de la jambe? On admet qu'il existe une sphédarthrose congénitale dès lors qu'elle survient à la naissance ou au décours d'une fracture sur os pathologique du fait de la présence d'une courbure, d'un rétrécissement du canal médulaire ou, n'est-ce pas, de remaniement kystique. Elle siège habituellement au niveau du tibia. Cette sphédarthrose, toutefois, peut être en rapport avec une maladie sous-jacente, pour ne citer que la neurofibromatose de type 1, la dysplasie fibreuse, en particulier le syndrome de McKean-Albright. Dans certains cas, aucune cause n'est retrouvée. On parlera dans ce cadre de sphédarthrose congénitale idiopathique. Il existe plusieurs classifications pour la sphédarthrose congénitale. La plus admise, qui a l'intérêt surtout descriptif, c'est celle établie par Crawford qui scinde cette sphédarthrose en 4 stades. Un stade 1 pour une courbure antérieure avec une densité corticale et un canal médulaire étroit. Un stade 2, lorsqu'elle s'associe à une sclérose. Stade 3 qui correspond à un état préfracturaire ou la présence d'un kyste. Et un stade 4 lorsque la fracture est constituée et touche habituellement le tibia et la fibula. Ainsi, pour revenir dans notre cas, nous avons une sphédarthrose tibio-péronnière gauche de type 4 de Crawford associée à des taches café au lait. La présence de ces taches café au lait élimine ainsi l'origine idiopathique de cette sphédarthrose. Ce qui suggère la présence d'une pathologie sous-jacente comme la neurofibromatose de type 1, le syndrome de McKean-Albright, qui est un syndrome associant dysplasie fibreuse, taches café au lait et puberté précoce. Les taches café au lait dans ce syndrome ont la particularité de siéger à proximité de la ligne médiane et de présenter des contours qui sont irréguliers, déchiquetés. Dans notre cas clinique, le développement pubertaire était normal chez ce patient, ce qui rend peu probable ce diagnostic. Ainsi, la piste de neurofibromatose de type 1 devient la plus plausible. Voyons maintenant comment se manifeste cette neurofibromatose de type 1. Au niveau osseux, la neurofibromatose de type 1 touche à la fois le squelette axial, mais aussi le squelette appendiculaire. Au niveau du squelette axial, on va noter au niveau crânien une dysplasie du sphénoïde, marquée par l'absence de la petite et la grande aile du sphénoïde, un défect osseux en regard de la suture lambdoïde, une hypoplasie mastoïdienne, maxillaire et ethmoïdale. Des calcifications granuleuses peuvent être également observées au niveau de la cône temporale, une macrocanie en dehors de toute hydrocéphalie qui serait liée à une méganencéphalie selon certains auteurs. Au niveau rachidien, ce sont surtout les déformations osseuses qui seront courantes, à type de kyphoscoliose ou de scoliose, qui ont la particularité de siéger au niveau thoracique inférieur et cervical sur un segment court, des atteintes costales à type de côte grêle, ondulée, refoulée,
érodées voire détruites, des atteintes vertébrales comme les scalopings antérieurs, latéral ou postérieurs, un amincissement des pédicules ou des processus transverses, un élargissement des foramen intervertébraux et du canal rachidien. À côté de ces atteintes vertébrales peuvent s'associer une ectasie durale, un méningocèle, voire des atteintes nerveuses. On observe également une fréquence des malformations osseuses intéressant la segmentation rachidienne ou, n'est-ce pas, la formation costo-vertébrale. Ici un cas que m'a prêté Dr Iraki, qui illustre ici en fait cette dysplasie du sphénoïde. On note ici l'absence de la grande aile du sphénoïde, donc chez un patient qui présentait une myélofibromatose de type 1. Au niveau du squelette appendiculaire, les atteintes osseuses vont concerner essentiellement les os longs, à type d'accentuation de la courbure, notamment au niveau du tibia, et avec pour prédilection la jonction tiers-tiers inférieure de la diaphyse. Des anomalies de texture peuvent être rencontrées à titre d'amincissement de diamètre, de remaniement ostéolytique, pseudokystique ou sclérotique, une fibula qui est hypoplasique, décrite par certains de serpentine du fait de son aspect incurvé et allongé, une fracture cédarthrose qui siège habituellement au niveau du tibia et plus rarement au niveau du membre supérieur touchant le radius ulna et plus rarement la fibula. Des hématomes supériostés peuvent se rencontrer, des lésions focales osseuses liées à l'érosion par les tumeurs osseuses ou à un fibrome non nocifiant. J'ouvre une petite parenthèse ici pour parler du fibrome non nocifiant. Il existe en fait deux théories qui se contredisent. Pour certains auteurs, ils pensent plutôt que le fibrome non nocifiant est une forme fruste de la neurofibromatose de type 1, alors que d'autres pensent plutôt à une association de deux maladies distinctes. Des atteintes articulaires peuvent se rencontrer, notamment caractérisées par un pincement de l'interligne et ou des érosions osseuses marginales. À ces anomalies osseuses s'associent des anomalies des parties molles, comme les neurofibromes, qui peuvent être localisés, diffus ou alors plexiformes. Des structures vasculaires peuvent être atteintes, comme donnant ainsi des hémangiomatoses, des lymphangiomatoses. Dans certains cas, on assiste à une croissance excessive d'un segment ou carrément d'une extrémité d'un membre, donc touchant à la fois les structures vasculaires, cutanées et, n'est-ce pas, les parties molles. C'est ce que l'on appelle l'éléphantiasis neuromatosa. Et donc, on comprend ainsi l'intérêt de l'IRM dans l'atteinte osseuse de la neurofibromatose de type 1. Mais en fait, c'est quoi la place de l'IRM dans l'atteinte osseuse de la neurofibromatose de type 1? Dans un premier temps, pour un souci de caractérisation et de cartographie, mais aussi pour apprécier la vascularisation de l'os, d'où l'intérêt de l'IRM de perfusion. Eh bien, l'IRM toutefois met en évidence ces hématomes que nous venons de décrire, mais aussi des remaniements osseux et surtout apprécie les parties molles en mettant en évidence les neurofibromes qui peuvent être localisés. Là, nous avons des neurofibromes qui sont enfin superficiels, des neurofibromes superficiels, voilà, ici de la cuisse, et là, rachidienne, un névrome plexiforme et comment une illustration en fait de l'éléphantiasis neuromatosa. À ces anomalies peuvent s'associer une ectasie durale, un méningocèle. Nous avons fait une angio IRM de la jambe pour ce patient. On ne notait pas d'anomalie vasculaire. Par contre, à côté de la cédarthrose, on notait des anomalies de signal osseux. Il n'existe pas non plus de nodules ou de neurofibrome sous-cutané. Un complément médulaire a été fait sur ici des coupes IRM sagittale T2, axiale T2, T1 sans injection de gadolinium, diffusion B1000 et une coronale T2 et n'est-ce pas une sagittale T1 avec injection de gadolinium. Sur la première image, on note ici une ectasie durale
avec un aspect donc de scalloping sur les dernières vertèbres lombaires et, n'est-ce pas, les premières vertèbres sacrées. En fait, on admet qu'il y a un scalloping lorsque la dépression, en fait, la dépression atteint 3 mm au niveau thoracique et 4 mm au niveau lombaire. À ces anomalies, on note également des anomalies de signal ici paravertébrales. Donc, serpugineux avec ce fameux signe de la cible. On note ici un hypersignal périphérique avec au centre un hyposignal qui apparaît donc en hyposignal en T1 et restitué en diffusion, et donc qui se rehausse très faiblement après injection de gadolinium, donc en rapport avec un névrome plexiforme. Donc au total, nous sommes face à un garçon de 8 ans qui a présenté une chute de sa hauteur à l'âge de 1 an, une incurvation de la jambe gauche avec des taches café au lait, une scydarthrose tibio-péronnière, une ectasie utérale et des névromes plexiformes lombosacrés droits, ce qui nous permet de réunir en fait 3 critères pour poser ainsi le diagnostic de neurofibromatose de type 1.